Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction Tanzanie pour commencer. La déclaration de Dar es Salaam a été signée aujourd'hui. Madagascar a apposé sa signature lors du sommet Mission 300 qui se tient en Tanzanie. Le président de la République, Andjradjoel, réaffirme sa détermination à accroître l'accès à l'électricité pour le peuple malgache. Madagascar fait partie des 12 pays ayant présenté leur pacte énergétique national, définissant les stratégies nationales en matière d'énergie et le calendrier de leur mise en œuvre dans le cadre de ce sommet Mission 300 en Tanzanie. La participation de la délégation malgache, dirigée par le président Andjradjoel, au sommet Mission 300 représente un moment particulièrement important pour Madagascar et pour le secteur énergétique en Afrique. Cette rencontre, qui se déroule actuellement à Dar es Salaam, vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030, face à la réalité actuelle où plus de 600 millions de personnes sur le continent n'y ont pas encore accès. À travers cette participation, le président Andjradjoel démontre l'engagement de Madagascar à jouer un rôle clé dans cet effort collectif. Il met en avant les initiatives malgaches visant à moderniser le secteur énergétique et à promouvoir les énergies propres et renouvelables. Les discussions menées ici, ainsi que les rencontres bilatérales entre le président Andjradjoel et des partenaires stratégiques comme le Fonds monétaire international, la BAD et la Banque mondiale, ou encore avec d'autres chefs d'État tels que les présidents de la Sierra Leone, de la Somalie, de la Libye et des Comores, ont principalement porté sur le renforcement des collaborations pour soutenir les efforts déjà réalisés dans l'amélioration du secteur énergétique et de l'approvisionnement en électricité. La signature par Madagascar de la déclaration de Dar es Salaam aujourd'hui symbolise visiblement l'engagement du président Andjradjoel à accroître le taux d'accès à l'électricité pour la population et à promouvoir les énergies propres et renouvelables. Aujourd'hui, dans un contexte mondial où l'énergie est le moteur principal du développement économique et social, nous devons accélérer la transition énergétique. L'Afrique est pourtant bénie par Dieu avec des ressources naturelles abondantes, mais reste paradoxalement le continent le moins électrifié. Cette situation freine le développement et l'industrialisation de notre continent, car sans accès à une énergie fiable, abordable et durable, nous ne pouvons pas atteindre l'émergence tant attendue par nos pays. Aujourd'hui, Madagascar se positionne comme un pays modèle en Afrique dans la course à l'utilisation des énergies propres. À Dar es Salaam, Madagascar a présenté sa stratégie nationale pour l'énergie, ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre, connu sous le nom de Pacte énergétique national. Ce sommet vise également à mobiliser des financements pour atteindre cet objectif ambitieux et à renforcer la coopération entre les pays africains, comme en témoignent les nombreuses rencontres bilatérales menées par le président Andjradjoel sur place. Madagascar a fait le choix de transformer ces défis en opportunités et d'accélérer la transition énergétique. Notre vision est claire et nous sommes déterminés à atteindre des objectifs ambitieux en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Nous avons commencé à installer 50 MW de parcs solaires. C'est un début et on ne compte pas s'arrêter là. Mais dès cette année même, nous allons investir jusqu'à 250 MW supplémentaires de parcs solaires pour en arriver jusqu'à 1000 MW et cela avec la participation du secteur privé. Donc ceci dit, avec cela, nous pourrons économiser entre 130 millions jusqu'à 150 millions de dollars chaque année en investissant sur les 250 MW de parcs solaires. En ajoutant cela, d'ici 5 ans, nous allons installer et mettre en service de grands projets hydroélectriques qui permettront d'injecter une production supplémentaire de 380 MW sur le réseau national. Cette transition énergétique, pourtant, doit être menée de façon solidaire,
car nécessite des investissements massifs. La participation du président à ce sommet Mission 300 aura un impact majeur sur l'amélioration de la production et de l'accès à l'électricité pour le peuple malgache. Cet engagement ne profitera pas uniquement à Madagascar, mais contribuera également à l'objectif commun de transformation du secteur énergétique à l'échelle de tout le continent africain. Et on revient au pays pour le reste de l'actualité. Les travaux d'urgence au niveau de la digue qui a rompu à Malaza Mpitatafk sont en cours de finition actuellement. Les responsables, à savoir l'APIPA, le BNGRC, le ministère de l'Agriculture ainsi que le ministère de la Décentralisation, se donnent la main pour venir en aide aux agriculteurs. La directrice générale de l'aménagement du territoire est venue sur les lieux cet après-midi pour constater l'avancement des travaux. Elle a rassuré les habitants et a examiné de près quelles solutions à long terme doivent être effectuées. Les agriculteurs sont en pleine saison de culture de riz à Cambiati, mais cela a été perturbé par la rupture de la digue pour quelques agriculteurs dans le Fukuntan de Malaza Mpitatafk. Parmi les agriculteurs victimes, Bébékla, dont les rizières sont complètement inondées. Pour rappel, 110 hectares de rizières ont été complètement inondés suite à la rupture de cette digue. La reconstruction de cette infrastructure, notamment les travaux d'urgence, mais aussi le soutien aux habitants sont déjà en cours. La PIPA, le BNGRC, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire se donnent la main à cet effet. Le but est de réparer la digue pour éviter la rupture en cas de forte pluie et qu'elle tienne pendant toute la saison des pluies. Malgré les catastrophes naturelles, l'une des causes probables de cette rupture est les constructions illicites, dont certaines au niveau des canaux d'évacuation d'eau. Ainsi, la directrice générale de l'aménagement du territoire exhorte la commune à respecter les plans d'aménagement déjà établis et les habitants à respecter la loi pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Les responsables du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire sont venus sur les lieux cet après-midi pour constater l'avancement des travaux. Ils ont rassuré les habitants et examiné quelles solutions à long terme doivent être mises en place. Toujours dans ce contexte, le mauvais temps dans le canal de Mozambique devrait progressivement gagner en intensité selon les dernières informations du service météorologique. Il apportera des précipitations abondantes dans les régions sud et sud-ouest jusqu'à mercredi prochain. Fin de Sénamirai. Les orages continueront de s'intensifier avec le mauvais temps dans le canal de Mozambique, selon les dernières informations du service météorologique. Ces dernières 24 heures, il a apporté des pluies importantes dans les régions Anjefen et Asimojefan. Hier, 107,7 mm de pluie ont été enregistrés à Murumbe, tandis que 49,8 mm ont été mesurés à Tuliar. Les conditions météorologiques en mer, le long des côtes ouest, sud-ouest et sud de l'île, sont également très perturbées. Le système était situé à environ 225 km à l'ouest-sud-ouest de Tuliar. À 9 h ce matin, les vents associés ont atteint 55 km par heure, avec des rafales allant jusqu'à 75 km par heure, notamment dans les zones d'orage. Ils se déplacent vers le sud-sud-est à une vitesse de 9 km/h. Au cours des 5 prochains jours, le système devrait généralement se renforcer. Il pourrait gagner en intensité dans les 30 prochaines heures avec un risque de se transformer en cyclone tropical. Cependant, il est peu probable que ce système affecte directement les régions Atsim et Atsimonjefan. Néanmoins, il continuera d'apporter des précipitations abondantes dans ces zones jusqu'à mercredi prochain. Des avertissements sont en place pour les fortes précipitations et pour les usagers de la mer. Aujourd'hui jusqu'à mercredi matin, une alerte rouge est en vigueur pour les districts de Murumbe, Tuliar, Ampani, Belou, Tsiumbe, Mbuvumbe, Mbosaratim et Tolaniar. Ces conditions pourraient entraîner des perturbations des activités quotidiennes, des inondations dans les zones à risque, une montée de rivières ainsi que des glissements de terrain et des effondrements de routes.
En politique, le président du Sénat a réaffirmé hier son engagement à collaborer avec les élus et les communautés locales pour le bien des collectivités territoriales décentralisées. Cette déclaration a été faite lors de la rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarive, Augustin Andjamana-Nour, et ses collaborateurs, ainsi que plusieurs dirigeants d'associations issus du 1er arrondissement. Selon lui, toutes les initiatives entreprises sont réalisées pour la patrie. Braz 2100 nous font le point. Le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, et le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarive, Augustin Andjamana-Nour, entretiennent une collaboration de longue date dans le cadre de leur soutien au président Andjradjweln. Leur histoire commune a été évoquée lors de cette rencontre de présentation de vœux pour la nouvelle année tenue hier après-midi. Augustin Andjamana-Nour a qualifié le général Ravalomanana Richard de leader compétent, patriote et courageux dans ses prises de responsabilité, tout en réaffirmant son soutien indéfectible à ce dernier. De son côté, le président du Sénat a souligné à nouveau sa détermination à travailler avec les élus et les communautés locales pour le développement des collectivités territoriales décentralisées. Il a rappelé que toutes les actions entreprises sont pour la patrie. Il a également encouragé chaque citoyen à se concentrer sur le développement à partir de leur localité, que ce soit dans leur quartier, Fukutane ou commune, car le développement national commence à la base. Lors de cette rencontre, le président du Sénat a également informé ses collaborateurs sur la situation actuelle afin qu'ils ne soient pas laissés dans l'ignorance face aux critiques et attaques dont il est la cible. Les deux parties ont convenu de ne pas se laisser distraire par des tentatives de déstabilisation, mais plutôt de se concentrer sur le développement pour le bien du peuple. Et puis, l'association TMH et la plateforme IRMAR ont exprimé leur volonté de collaborer avec le président du Sénat pour contribuer au développement du pays, en particulier dans le 4e arrondissement d'Antananarive, où se situe le Palais Vert. Cette déclaration a été faite hier lors de sa visite de courtoisie au président du Sénat. Il a également affirmé son soutien continu au président du Sénat, mettant en avant les résultats de ses actions, aussi bien au niveau local qu'international, en faveur des collectivités territoriales décentralisées et du renforcement de la diplomatie parlementaire. Le général Ravalomanana Richard a félicité les membres de TMH pour leur attitude respectueuse des valeurs malgaches. Il les a également encouragés à renforcer davantage l'esprit de solidarité, à promouvoir l'unité et à préserver l'entente mutuelle. Dans un tout autre sujet, le projet Luara nous entre dans sa 2e édition cette année. Il s'agit d'un projet d'appel à la volontariat des jeunes de la diaspora malagasy à venir apporter leur savoir-faire et expertise dans le pays, dans le domaine socio-économique, dans le but de contribuer au développement du pays. Le projet Luara est mis en œuvre par l'Organisation internationale de la migration, ou OIM, dans le cadre du projet TAD, avec l'appui technique du ministère des Affaires étrangères malagasy. Nadera Kutuma, Vunzaranjansu. Des jeunes de la diaspora malagasy âgés de 20 à 35 ans sont appelés à la volontariat pour aider leurs compatriotes dans le pays durant 4 mois, selon leur domaine de prédilection, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, dans le cadre du projet Luaran. Ce projet entre dans sa 2e édition cette année. Il s'agit d'aider les compatriotes en leur apportant leur expertise, leur savoir-faire, mais aussi des appuis techniques dans les domaines socio-économiques, dans le but de contribuer au développement du pays, une façon aussi qui leur permet de connaître leur pays. Dans les 40 volontaires qui sont déployés ici à Madagascar pour la période de leur volontariat, nous les accompagnons du début à la fin. Nous les recevons à Madagascar, nous nous assurons qu'ils sont bien entrés dans les structures d'accueil dont ils ont sélectionné. Et par la suite, nous nous assurons que les programmes et les activités mises en place tout au long de ce projet soient bien coordonnées et bien structurées.
Par la suite, nous nous assurons aussi à ce que les volontaires puissent, comme Madame la DG l'a dit tout à l'heure, puissent participer au développement social de Madagascar et puissent aussi œuvrer et apporter leur savoir-faire, leur expertise. Plusieurs domaines d'intervention ont déjà porté ses fruits durant la première édition du projet Luaran, dont 10 jeunes se sont portés volontaires durant 4 à 6 mois en 2024. Des jeunes ont entre autres procédé à des vaccinations pour les volailles à Manzakanjin, d'autres ont apporté des aides dans le domaine de l'agriculture ou encore la digitalisation et le numérique et bien d'autres. Ces jeunes ont été déployés dans tous les districts de la Grande Île, ce qui sera le cas également pour cette année. Ce programme en particulier, il est adressé, il cible les jeunes de la diaspora, donc des jeunes qui viennent de terminer les études, qui sont encore en train d'étudier. Mais il y a aussi 2 autres programmes qui vont être annoncés très bientôt. Un des programmes qui, un peu au miroir du programme Loarano, cible les experts de la diaspora, disons les Malagasy éparpillés dans le monde qui ont des compétences de haut niveau et qui peuvent aussi venir contribuer pour le secteur privé et public. Et encore un autre dispositif qui vise à créer des binômes entre des organisations locales à Madagascar et des associations de la diaspora pour mettre en œuvre des projets qui vont être cofinancés par le projet de développement local qui vont être cofinancés par TAD. Il était rappelé que le projet Luaran est un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale de la migration dans le cadre du projet TAD, financé par l'AFD et appuyé par le ministère des Affaires étrangères malagasy. Dans les actualités sociales, d'après ses déclarations ce jour, le maire Rakutormanana Ntsu, dit Tot, décuplera ses efforts par rapport à ce qu'il a fait durant son premier mandat pour le développement de la commune d'Andouranfouti. Cette commune a bénéficié de nombreuses infrastructures en raison de sa coopération avec le gouvernement et cela va se poursuivre pour les 5 prochaines années. Le maire a repris officiellement ses fonctions ce jour. Oubrasa Manan sur les images de Anzar Radjanarville. Les travaux de développement dans la commune d'Andouranfouti vont se poursuivre pour les 5 prochaines années et seront même 10 fois plus qu'auparavant, d'après le maire de cette municipalité. De nombreuses infrastructures ont été achevées lors des 5 années précédentes, répondant aux besoins de la population, telles que des salles de classe, la réhabilitation des rues et des ruelles, l'installation de lampes Cobra dans chaque Fukuntan, l'approvisionnement en électricité de chaque foyer, outre les aides sociales apportées à la population. La coopération avec le gouvernement, dirigée par le président Andry Rajoelina, a permis ces nombreux travaux de développement et cela continuera au cours des 5 prochaines années, d'après le maire Rakutormanana Ntsu, dit Tot, lors de la passation de pouvoir avec le PDS aujourd'hui. L'installation d'un grand marché sur un terrain de 2500 hectares est une priorité pour cette année pour la commune d'Andouranfouti. Le maire Rakutormanana Ntsu a repris officiellement ses fonctions aujourd'hui. La cérémonie a débuté par une culte au temple FJKM Malaza-Gilead, suivie d'une grande marche partant de l'église jusqu'au siège de la commune, lieu de la passation de pouvoir avec le PDS et son installation. La mère du président de la République, Maman Olga, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président du Sénat, le gouverneur de la région Analamang et le député élu dans cette circonscription sont venus honorer de leur présence cette cérémonie. Et puis le maire de la commune d'Ambalavao, Nzatonirina Razanamaef, a officiellement pris ses fonctions hier. Il s'engage à axer son mandat de 5 ans sur les volets social et économique. Il a donné des directives claires à son équipe municipale pour améliorer la qualité des services offerts aux habitants. Khadraman Zatouf. Nzatonirina Razanamaef, ayant déjà exercé en tant que maire de la commune d'Ambalavao, a repris ses fonctions. Aujourd'hui, il reprend officiellement ses fonctions et a présenté les grandes lignes de son programme de développement aux membres de son équipe
et aux différentes branches de l'administration publique de la commune. Lors de cette cérémonie, les membres du conseil communal ont également été présentés. Le maire a souligné qu'il reste ouvert à tous et a réaffirmé son ambition d'améliorer les réalisations effectuées lors de son précédent mandat. En plus des infrastructures, le maire prévoit de se concentrer sur l'amélioration des conditions sociales et le développement économique de la commune durant les 5 années de son mandat. Il a exhorté son équipe à redoubler d'efforts pour offrir des services de qualité à la population. Après la cérémonie de levée de couleurs, le maire a tenu une réunion avec les chefs de Fukuttan, leurs adjoints et les membres de son équipe municipale. Cette rencontre visait à définir les modalités de mise en œuvre des projets de développement pour la commune. 7 jours après avoir pris ses fonctions, le maire de la commune d'Anouzat ou Andjefan, Elidio Andjianzaf, a immédiatement lancé des travaux communautaires. Pendant 4 jours, il a supervisé avec 350 habitants et le BNGRC des travaux de réhabilitation de canaux d'évacuation dans les Fukuttan, Ampeflou et Ambanmassou. Ces travaux visent à améliorer l'écoulement des eaux et à prévenir les inondations récurrentes. Felena Rakoutarsoul. À chaque saison de pluie et passage de cyclone, environ 200 foyers des Fukuttan, Ampeflou et Ambanmassou, ainsi que des environs, se retrouvent inondés. Cette situation oblige les habitants à quitter leur maison, exposés à de nombreuses maladies dues à la stagnation des eaux qui ne se résorbent qu'après 3 mois. Face à ce problème, des travaux communautaires ont été organisés pour réhabiliter les canaux d'évacuation, permettant aux eaux de rejoindre le fleuve Ikup. Ces travaux menés conjointement par les habitants, la commune d'Anouzat ou Andjefan, le BNGRC, visent une solution durable pour mettre fin aux inondations. Le maire Elidio Andjianzaf a également appelé les habitants à respecter les biens publics, notamment en évitant de jeter des déchets dans les canaux. Ces travaux de réhabilitation des canaux devraient être achevés ce jeudi, selon les explications. Dans les actualités internationales, le gouvernement danois a annoncé hier qu'il allait consacrer 14,6 milliards de couronnes, soit 2 milliards d'euros, au renforcement de la sécurité dans l'Arctique, zone stratégique en raison de la proximité russe et américaine et l'Atlantique Nord. France 24. Ce sont les yeux du Danemark dans l'océan Arctique, au Groenland notamment. Ces navires de surveillance que le royaume compte multiplier dans la région. Copenhague vient d'annoncer une enveloppe de 2 milliards d'euros pour renforcer sa sécurité dans l'Arctique. En clair, financer 3 nouveaux navires comme celui-ci, des drones à longue portée et améliorer son système satellitaire. Une réponse directe à Donald Trump qui veut acheter le Groenland, aujourd'hui territoire autonome danois. Le Groenland n'est pas à vendre. Et nous souhaitons qu'il continue à faire partie du Royaume du Danemark jusqu'à ce que le Groenland prenne la décision de ne plus en faire partie. Énième fin de non-recevoir pour Donald Trump. Depuis 2019, le président américain dit sa volonté d'acquérir le Groenland, et désormais par tous les moyens. Par la force, comme il l'annonçait début janvier, mais aussi par des pressions économiques. Selon Copenhague, il aurait menacé le Danemark de droits de douane en cas de refus du royaume de vendre le Groenland. Ce dimanche, il a redit vouloir en faire un territoire américain. Comme vous le savez, il y a 55 000 personnes là-bas. Elles veulent être avec nous. Je ne sais vraiment pas ce que le Danemark a à dire, mais ce serait un acte très hostile s'il nous en empêchait, parce que c'est pour la protection du monde libre. Allusion à l'influence de la Chine et la Russie dans les eaux du Grand Nord. Mais Donald Trump lorgne aussi les immenses richesses du Groenland. Les terres rares notamment, indispensables aux nouvelles technologies. L'île abriterait 12 à 20% des ressources de la planète. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, est à l'épicentre d'un conflit régional qui dure depuis des décennies. Pourquoi cette ville a-t-elle une importance stratégique? Réponse de France 24 dans ce reportage. Le 21 janvier 2025, après des semaines d'avancée, les rebelles du M23 s'emparent de la cité de Minova, située à 45 km de Goma, sur l'autre berge du lac Kivu. Quelques jours plus tard, la localité de Sake tombe à son tour aux mains du groupe armé soutenu par le Rwanda, et la capitale du Nord Kivu se retrouve encerclée de toutes parts.
Située à moins d'1 kilomètre de la frontière rwandaise, Goma a longtemps été l'une des villes les plus peuplées de la RDC et un carrefour commercial avec les pays voisins. Mais elle représente surtout pour Kigali une porte d'entrée vers le Nord Kivu, une région dont les sous-sols regorgent de précieux minerais. De l'or, du cuivre, mais aussi du cobalt, du coltan et du germanium, des ressources essentielles dans les secteurs de la tech, de l'armement ou encore des énergies renouvelables, et dont Kinshasa accuse Kigali de vouloir s'emparer par l'intermédiaire du M23. Goma est également considéré comme un centre diplomatique régional et abrite notamment une importante base de la MONUSCO, la force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. La ville était brièvement tombée aux mains du M23 en 2012, mais les rebelles s'étaient retirés quelques jours plus tard suite à un accord entre le Rwanda et la RDC. Pour terminer, DeepSeek a sorti la semaine dernière un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative, R1, jugé aussi performant que ses concurrents américains. La start-up éponyme assure que sa mise au point ne lui a coûté que 5,6 millions de dollars, à comparer avec les milliards dépensés par OpenAI, Microsoft, Google et d'autres sociétés du secteur. France 4. C'est la nouvelle habitude qui s'impose depuis ce week-end. Consulter DeepSeek plutôt que ChatGPT. La nouvelle application d'intelligence artificielle a été l'application la plus téléchargée ces derniers jours aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Chine. Une IA chinoise, justement, et qui fait trembler les géants de la tech américaine. Ça a créé un effet de loupe, on va dire, sur le succès et sur l'intérêt, sinon l'adoption que peut avoir ce type d'outil, gratuit pour le coup, pour les fonctions les plus avancées auprès d'un public, d'un grand public ou d'un public de PME. Une réussite qui n'a coûté que 6 millions de dollars selon ses créateurs, contre plusieurs milliards pour OpenAI. Malgré les restrictions de Washington pour empêcher les entreprises américaines de vendre leurs puces haut de gamme aux sociétés chinoises, le robot concurrence ChatGPT avec des fonctionnalités similaires. La réaction des marchés financiers ne s'est d'ailleurs pas fait attendre avec une dégringolade des actions de groupes américains comme Nvidia ou Meta. L'effet DeepSeek et notamment la déstabilisation des marchés s'inscrit dans le cadre d'une offensive chinoise qui a commencé avec TikTok et s'est poursuivie avec Temu ou encore Shein. DeepSeek est un peu le dernier avatar de ces succès chinois qui chaque année imposent 1, 2 ou 3 success stories mondiales et donc de nature à rebattre les cartes, ou en tout cas faire douter les positions occidentales sur ces technologies. DeepSeek est le dernier exemple de cette ambition chinoise de devenir le poids lourd de l'intelligence artificielle. Et point final à cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, tout de suite après, retrouvez Nizuku avec CN Ireland, avec comme thème le rôle de l'aménagement du territoire dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Au revoir et bonne soirée sur Viva.